Le logement à l'honneur. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invitée aujourd'hui, c'est Sylvia Pinel. Bonjour. Bonjour. Ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Alors Sylvia Pinel, pour tenter de relancer un secteur qui souffre depuis de très longues années, il faut construire plus, moins cher et là où sont véritablement les besoins. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Il y a tout d'abord les terrains et la mobilisation foncière. Tout le monde est concerné? Alors d'abord, précisons deux, trois choses. Pour construire plus, il ne s'agit pas d'agir que sur un segment du secteur. Et c'est ce que nous avons fait avec le Premier ministre en présentant tout un dispositif, plusieurs plans de relance qui agissent justement sur l'ensemble des segments du marché immobilier. Le foncier, oui. C'est une évidence. Pour construire, il faut du foncier privé, public, mais il faut aussi des mesures pour le logement social, pour le logement intermédiaire, pour l'accession à la propriété et bien sûr des mesures relatives aux normes et à la réglementation. Donc c'est avec cet ensemble de mesures que nous pouvons relancer la construction. Ce n'est pas les mesures prises isolément. Bien sûr, le foncier privé. Alors on commence par ça, le foncier privé, donc les terrains. C'est un préalable indispensable pour construire. Dans le projet de loi de finances, qui est devenu donc la loi de finances pour 2015, plusieurs dispositifs sont validés par le Conseil constitutionnel et sont entrés en vigueur, notamment les plus-values, l'alignement du régime des plus-values, l'abattement de 30% également. Tout cela pour créer une incitation pour nos concitoyens à libérer des terrains et à ne pas les retenir. Le régime de plus-value dans notre pays, vous le savez, faisait que lorsqu'on n'était pas propriétaire de ces terrains constructibles depuis suffisamment longtemps, on avait tendance à les retenir. Ce qui, dans les zones tendues, constitue un frein réel à la construction. Donc, mobilisation du foncier privé, mais aussi du foncier public, avec une accélération des missions confiées à Thierry Repentin au sein de la Commission nationale de l'aménagement et de l'urbanisme pour aider les collectivités locales à acquérir un foncier, parce que dans les zones tendues, nous avons besoin d'agir à la fois sur le foncier privé et le foncier public. D'accord, il y a notamment aussi un soutien aux maires bâtisseurs. Alors, ce soutien aux maires bâtisseurs, le principe a été posé là aussi dans le budget 2015. Nous sommes en train de préparer, de travailler sur l'application de cette disposition. Les modalités seront connues prochainement, mais en gros, pour définir le dispositif, c'est inciter les maires qui font un effort véritable de construction, c'est-à-dire qui dépassent largement leurs obligations SRU, par exemple, qui créent de nombreux logements au-delà du taux de croissance normal. Nous allons leur attribuer une aide d'environ 2 000 € pour qu'ils puissent aussi équiper et doter leur commune de ce qui est nécessaire lorsque la population augmente. Je pense aux écoles, aux crèches, aux équipements de voirie qui sont indispensables. Donc cette aide aux maires bâtisseurs qui était très demandée par les élus en zone tendue, nous la mettons en place et elle sera effective cette année. Et vous entamez un tour de France de la construction. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Pour réussir à relancer la construction, nous avons besoin de faire connaître à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient collectivités locales, mais qu'ils soient aussi investisseurs privés, bailleurs, promoteurs, de faire connaître ces mesures et de les mobiliser. Parce que le secteur de l'immobilier, peut-être plus que d'autres, dépend d'un climat de confiance. Et pour rétablir cette confiance, pour redonner confiance, il faut d'abord connaître les dispositifs, et deux, aller sur le terrain pour montrer ce qui marche et corriger éventuellement ce qui serait inadapté. Mais vous parleriez plutôt de crise du logement ou de crise de l'immobilier ? Il y a aujourd'hui un contexte économique que vous connaissez qui a des conséquences sur le secteur de l'immobilier
qui a un impact sur la croissance, sur l'emploi dans notre pays. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de relancer ce secteur parce qu'il aura un impact positif sur la croissance, sur l'emploi pour nos concitoyens et sur l'aménagement du territoire. Parce que là, nous parlons de vie quotidienne des Français, nous parlons de pouvoir d'achat, d'accès au logement, et c'est en agissant sur l'ensemble des segments, sans opposer les uns aux autres, et j'y tiens beaucoup, que nous y arriverons. Et c'est la raison pour laquelle il faut mobiliser tout le monde sur ces sujets. Et mobiliser tout le monde, notamment deux segments importants, les primo-accédants d'un côté et les investisseurs de l'autre. Alors les investisseurs ont déserté, on va dire entre guillemets, le marché notamment du neuf. Comment les inciter à revenir? Vous lancez donc un nouveau dispositif avec, depuis le 1er janvier, la possibilité de louer aux ascendants, descendants. Qu'en attendez-vous de ce dispositif? Ce dispositif d'investissement locatif a été d'abord assoupli dès le 1er septembre avec la possibilité de donner à l'investisseur le choix de la durée d'investissement, parce qu'il fallait un peu plus de souplesse. Donc 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et nous avons aussi tenu compte des aspirations de nos concitoyens. Quand un enfant étudie dans une grande métropole, qu'il a besoin d'un logement, ça permet aussi de fluidifier les parcours résidentiels, d'éviter que cet étudiant, par exemple, accède, loue un logement qui ne serait pas forcément adapté à ses besoins. Là, l'ouverture ascendant-descendant correspond à une aspiration légitime des Français. Nous leur avons permis, dans la loi de finances, de louer, en respectant évidemment les conditions générales, classiques de l'investissement locatif que vous connaissez, conditions de revenus, plafond de loyer. Et l'important de ce dispositif, c'est qu'il est adapté aux situations du marché. Nous avons pour cela revu le zonage. Il y avait des agglomérations importantes qui n'étaient pas suffisamment concernées par le dispositif d'investissement locatif. Donc nous avons adapté finalement, pour le dire simplement, la carte des zones concernées à la situation du marché pour le rendre plus efficace. Parce que nous voyons tous les jours des personnes qui ont des difficultés pour accéder au marché privé, beaucoup trop cher dans ces métropoles, dans ces agglomérations, et dépassent les plafonds de ressources pour aller vers le parc social. Donc il était nécessaire de créer un dispositif, une catégorie de logements qu'on appelle intermédiaires, pour permettre à nos concitoyens de se loger dans ces zones-là. Vous en attendez combien? S'il fallait chiffrer, 40 000 à peu près, on évoque? On évoque 50 000, mais moi je dis que le préalable, avant de lancer des chiffres, c'est surtout de faire revenir la confiance et d'expliquer comment sont mis en place ces dispositifs, pourquoi telle zone plutôt que telle autre, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dispositif, quels sont les avantages, comment ça fonctionne. Parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, nous avons besoin d'agir, je le répète parce que c'est très important, sur les territoires en fonction de leurs besoins et des situations. La situation dans mon département, par exemple, n'est pas la même qu'à Paris, c'est une évidence. Eh bien, il faut que les dispositifs en matière de logement soient davantage territorialisés, c'est ce que nous avons fait. Alors vous parliez justement de Paris, il va y avoir une phase expérimentale menée par l'OLAP, l'organisation chargée d'observer les loyers parisiens. Ce sera mis en place de façon opérationnelle à partir de quand? Fin du premier trimestre? Qu'en attendez-vous? Alors d'abord, je veux redire un principe important sur l'encadrement des loyers. J'ai agréé l'Observatoire de Paris. Je l'ai agréé parce qu'il avait été validé par ce comité d'experts indépendants, parce qu'il avait une certaine maturité, il avait une expérience et une observation fine du marché de la capitale. Sur les autres observatoires, puisque la question est souvent posée, le préalable, c'est justement de passer ces étapes et d'atteindre la possibilité de l'agrément. Ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de certaines communes qui avaient demandé l'encadrement des loyers. Donc d'abord, première étape importante, c'est l'observatoire. L'observatoire, il est très utile à la fois, bien sûr, pour aboutir à l'encadrement, mais il est surtout important pour connaître la situation du marché immobilier et pouvoir prendre les dispositifs plus appropriés en fonction des besoins et des spécificités des territoires. En France, nous avons la chance d'avoir une mosaïque de territoires très différents les uns des autres. Et notre rôle, c'est d'adapter les politiques publiques à ces situations-là. Donc en attendant, Paris donc, sera
Le premier qui va Le passer premier, le c'est ce qui était dit depuis très longtemps, puisque les autres observatoires n'existaient pas, alors que l'OLAP avait déjà plusieurs années de recul et d'expérience. Alors, en dépit, autrement, pour évoquer le marché de taux de crédit immobilier qui sont très bas, historiquement bas, des prix de l'immobilier qui ont tendance à baisser, mais modérément, l'immobilier, le logement reste cher. Comment intervenir efficacement dessus pour peser? Faut-il réguler, encadrer ou laisser le marché librement? Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments dans votre question. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que, par exemple, vous parliez des taux d'intérêt historiquement bas. C'est plutôt une chance de pouvoir acquérir éventuellement un logement avec des taux bas. Et c'est la raison pour laquelle le PTZ, le prêt à taux zéro, a été mieux ciblé, amélioré, renforcé pour permettre à des ménages modestes, dans les zones un peu moins tendues, d'accéder au logement. Et le PTZ 9 a été considérablement revu, corrigé et amélioré pour le rendre plus efficace. On pourrait parler aussi du PTZ dans l'ancien, dans les environ 6 000 communes qui ont été concernées par le PTZ ancien en fonction d'un certain nombre de critères pour permettre la réhabilitation, la revitalisation de certains centres-bourgs. Et puis, il y a les efforts que nous faisons sur le logement intermédiaire. C'est en agissant sur l'ensemble des leviers. Et tout à l'heure, nous parlions du foncier. C'est aussi une manière de faire baisser les coûts de construction. On sait que dans les zones tendues, le foncier représente à peu près un quart du coût final. Donc c'est aussi avec cet abattement sur les plus-values, par exemple, on a un levier supplémentaire. Et puis, il y a les normes. Quelles sont celles qui sont opérationnelles, qui font baisser déjà les normes de construction. Les normes de construction, vous le savez, nous avons pris 50 mesures de simplification des normes pour faire baisser les coûts de construction. Ces mesures-là sont techniques, je ne vais pas toutes les détailler, il y en a 50, plus 20 que nous avons présentées en décembre. Plus d'une trentaine aujourd'hui sont opérationnelles sur les 50 présentées en juin, 5 sont opérationnelles sur celles que nous avons présentées en décembre, et les autres le seront dans les prochains mois. L'objectif de ces mesures, je prendrai un seul exemple qui est assez concret, c'est par exemple l'obligation de stationnement, de créer des parkings quand on construit. Ça a un coût parce que c'est du foncier, parce que c'est du foncier que l'on aurait pu utiliser pour construire, avec parfois des obligations très importantes de places de stationnement. Donc nous avons revu ces obligations-là et ça a un impact. Bien sûr, selon les projets, il y a plusieurs normes que nous avons prises qui se cumulent, qui s'ajoutent. Donc là, la baisse est plus importante du coût de construction. Pour d'autres, ça sera une ou deux mesures qui seront concernées par le projet. Mais l'objectif, il est d'avancer à la fois sur les normes, mais aussi sur les procédures, vous le savez, qui font parfois perdre beaucoup de temps. Et chaque fois qu'un projet prend du temps par rapport aux procédures, à la fin, le coût est plus important. Donc, nous travaillons aussi, dans le projet de loi porté par Emmanuel Macron, à faire des propositions sur les réductions de délais pour les permis de construire, pour les procédures connexes, pour réduire ces délais et donc engager des travaux beaucoup plus rapidement. Parce que le temps de la construction, il ne faut jamais l'oublier, est un temps long. Pour terminer, le logement reste une priorité du gouvernement. Quels sont vos vœux pour 2015 ? Effectivement, c'est une priorité parce que je le disais, ça touche la vie quotidienne des Français et nous avons besoin de faire en sorte que davantage de Français puissent accéder au logement, que ce soit à la propriété, mais que ce soit aussi en location et l'ensemble des dispositifs que je viens de vous présenter y concourent. Ce que je souhaite pour 2015, c'est que justement les Français s'emparent de ces dispositifs, les investisseurs aussi, les collectivités locales également, pour relancer la construction et ainsi créer de la croissance et de l'emploi qui est absolument nécessaire dans notre pays. Sylvia Pinel, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.